Du centre de la France à l'estuaire de la Gironde, la Dordogne parcourt près de 500 km. Ancien axe commercial, elle a longtemps été une frontière naturelle entre territoires rivaux, comme en témoignent ses nombreux châteaux forts. Avec ses paysages préservés, elle a été classée comme réserve de la biosphère par l'UNESCO. C'est la seule rivière de France à posséder ce prestigieux label. Cet avion survole le parc des volcans d'Auvergne, dans le Massif central. C'est ici que commence l'histoire de la Dordogne, entre vallées glaciaires et lacs volcaniques. T'as vu, Hervé, là, tu vois, là, on voit les cratères. Les petits cratères là, qui sont en bas, tu les vois, là, il y a un petit lac et tout. Ça, c'est des cratères tout à fait récents, ça. Oui, oui, on les voit très bien, là, avec le contraste, c'est extraordinaire, là. Pierre Lavina prépare un guide sur les volcans du Puy-de-Dôme. Il survole aujourd'hui le Sancy, point culminant du Massif central. C'est là, au cœur de ce paysage exceptionnel, que la Dordogne prend sa source. Ce massif est aussi un volcan, c'est même un des plus gros d'Auvergne, qu'on appelle un stratovolcan. C'est un grand volcan, une sorte d'accumulation de petits volcans les uns sur les autres, un petit peu comme une pièce montée en fait. C'est comme si on avait déchoué la crème les uns sur les autres, avec des tas de choses qui ont dégoupillé de toutes les pentes. Ça donne ce massif extraordinaire, qui est d'ailleurs un des plus beaux stratovolcans de France. Témoins de ces millions d'années d'activité volcanique, des phénomènes naturels insolites ont surgi, comme ce pic, surnommé la dent de la rancune. C'est un filon de lave solidifié qui se formait à l'intérieur de matériaux qui étaient meubles, des matériaux d'explosion. Et lorsque les matériaux d'explosion ont été arrachés par l'érosion, ça a donné une mûre de lave qu'on appelle un dike, c'est-à-dire un filon redressé. Enrichie par cette terre volcanique, l'eau ressurgit un peu partout de la montagne, sous forme de ruisseaux ou de chutes. Ici, la Grande Cascade, l'une des plus hautes d'Auvergne, avec ses 30 mètres de hauteur. Née de la réunion de toutes ces sources, la Dordogne s'écoule en épousant les courbes du volcan. Au pied du Sancy, elle suit une vallée créée par l'effondrement volcanique. C'est ce qu'on appelle une caldeira. Quand on remonte la Dordogne, on voit que la Dordogne fait une courbe très nette. Et cette courbure, c'est le rebord de la caldeira de Haute-Dordogne qui a guidé carrément la Dordogne. S'il n'y avait pas eu ce volcan, la Dordogne serait partie complètement vers le nord et aurait atteint la Loire et puis aller à la Seine par exemple. C'est carrément l'histoire de ce stratovolcan qui quitte totalement la Dordogne. C'est ça ce qui fait sa magnificence, qui fait aussi sa beauté.
Comme tous les matins en été, Thierry Leroy, le conservateur de la réserve du Sancy, prend le téléphérique. Ça nous permet d'accéder aux crêtes très facilement, hein, puisqu'en quelques minutes, on monte à peu près 400 mètres de dénivelé, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui prennent le métro le matin pour aller travailler. Nous, on prend le téléphérique. Les sources de la Dordogne ont été classées en réserve naturelle en 2007. On a un paysage superbe autour de nous, le téléphérique nous permet de dominer en fait, le versant nord du Sancy. Et là, en particulier, le Val d'Enfer. Donc ce petit val là, qui est sur notre droite, qui est probablement le val le plus alpin d'Auvergne, voire peut-être du Massif central. Hein, donc un relief très escarpé, des falaises, des pentes raides, des éboulis, des petites Alpes au cœur de l'Auvergne. On fait comme prévu, vous allez vers le col de la Cabane? On est sur l'autre versant. Ouais, ok. Bon, vous retapez un peu le sentier du Sancy comme... Là, ouais, la partie D'accord, centrale, là. ok. Thierry et sa collègue Lucie entament leur tournée de surveillance de cet espace sensible. Principal enjeu, maîtriser le flux des touristes qui sillonnent les crêtes jusqu'au sommet du Sancy. Monsieur, on va y aller, ouais. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez rester sur les chemins? Parce que là, vous êtes en pleine zone naturelle. D'accord. Et du coup, on préfère que les gens restent sur les chemins parce que, mine de rien, ça érode la montagne, le passage. On voulait aller toucher la neige, mais on... Ah, bah normalement, le mieux, c'est de revenir de là d'où vous êtes venu, quoi. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Allez. Ok, merci. On la demande, aller voir avec son enfant et toucher la neige. C'est magnifique, quoi. Enfin, c'est super dur pour nous d'intervenir là-dessus. Mais bon, si tout le monde le fait, ça pose un souci, quoi. On voulait aller toucher les neiges éternelles, mais c'est vrai qu'on ne prend pas toujours conscience que, eh bien, en fait, on détruit un petit peu la flore locale et on participe à cette érosion-là, qui n'est pas du tout naturelle. Ouais, vous avez tout compris. C'est exactement le sens de notre message, quoi. C'est essentiel, autrement, dans quelques années, tout va ressembler à interpeller. Et surtout sur ces sites qui sont ultra fréquentés, parce que là, on est quand même dans un des sites les plus touristiques du coin. Après 3 heures d'ascension, Thierry et Lucie arrivent au point culminant de la réserve. Le sommet... Ah là, on arrive au sommet du Sancy. Donc on a bien gagné notre sommet, 1885 mètres, sommet du Massif central. Hein. C'est pas rien. Un superbe paysage devant nos yeux. La vallée de Chaudefour qui se dessine. Et puis au premier plan, donc les crêtes du Sancy, avec la Bourboule là-bas, le Mont d'Or, Saint-Sauve, la Banne d'Ordanche et la Dordogne. Hein, la vallée de la Dordogne qui part vers le nord. Au sol, on distingue les sources de la Dordogne qui ruissellent de la montagne. Au total, la réserve compte 60 km de cours d'eau à protéger. Ce qu'on observe de façon bien marquée, c'est les ruisseaux, hein, la qualité des petits ruisseaux qui forment des méandres tout à fait originaux. Les géographes parlent de chevelus hydrographiques. En fait, on est en situation de tête de bassin versant. Donc notre réserve, le massif du Sancy, alimente en eau toute la Dordogne. Ces sources ont été protégées de toute pollution, car grâce à la réserve, l'agriculture est restée traditionnelle. Résultat, une flore exceptionnelle s'est maintenue le long des ruisseaux.
Thierry effectue régulièrement un suivi photographique de ces espèces. Tiens, bah voilà, on arrive vers la station de Saule des Lapons. Tu vois, il commence à être bien en fleurs, là. Le mix. Là, c'est une des plantes les plus remarquables de la réserve naturelle. Une des espèces à plus de valeur patrimoniale. Et qu'on reconnaît, en fait, grâce à ses feuilles, qui sont à la fois velues dessus et velues dessous. Et ça donne cette couleur un peu argentée, qui est tout à fait typique de nos montagnes. J'aime bien toucher cette espèce, parce que c'est un velouté, c'est soyeux. Donc c'est vraiment très agréable à toucher. Donc bon, j'ai un petit coup de cœur pour le saule des Lapons. C'est pas le cas pour toutes les espèces, mais celle-là, oui. Un peu plus loin, les ruisseaux se font cascade. Au pied du Sancy, 2 d'entre eux se rejoignent pour former la Dordogne. Thierry nous montre ce point précis où la rivière prend naissance. On arrive à la rencontre des deux petites rivières, à la confluence entre la Dor à droite et la Dogne à gauche. La plupart des gens, quand ils sont au bord de la Dordogne, une grosse rivière qui fait 30-40 mètres de large, ils ne se doutent pas qu'aux sources, c'est des tout petits ruisseaux, ruisselets et sources. C'est toujours surprenant la Dor ici, la Dogne là, la Dordogne, un petit ruisseau de quelques mètres, de l'eau 10 cm de hauteur. Bon, c'est tout petit, mais c'est beau. À l'aube, le Sancy est le royaume des chamois. Ils sont environ 250 dans le massif. Réintroduits dans le Cantal dans les années 70, ils se sont multipliés dans la réserve. Aujourd'hui, Thierry Leroy s'intéresse particulièrement à un autre mammifère typique du Sancy, le mouflon. C'est frais, hein, il est frais ce vent quand même. Avec des chasseurs du département, ils réalisent un comptage de cette espèce. Les chamois et les mouflons n'ont pas du tout le même habitat. Les chamois ont plutôt un habitat très escarpé, comme on a pu voir là sur le ravin des Chèvres. Ils vivent vraiment sur les rochers. Et puis les mouflons, au départ, à l'origine, ce n'est pas un animal de montagne. Donc ils cherchent plutôt des espaces un peu plats et des grands espaces ouverts. Allez, impeccable. On s'installe là. Allez, ouais, on s'installe là. Oui, on sera bien. On est là dans un paysage qui est assez magnifique, hein, avec une vue sur la Corrèze. Donc là, c'est vraiment un paysage dégagé, ouvert, des prairies légèrement ondulées. C'est un paysage typique de l'Auvergne. Après 2 heures d'observation, ils aperçoivent enfin un groupe de mouflons. Ouais, là, il y a 4 animaux là. On regarde, le groupe de mâles est juste vers les salaires là. Oui. D'accord. 4. Ça bouge là. 5, 6, 7. Il y en a un groupe là. Regarde, tous des gros mâles. Ah, j'ai 2 femelles. Donc ça, c'est des groupes complètement à part de ceux qu'on a vus de la trentaine qu'on a vus avant. Hein. Ouais. On est bien d'accord. On est d'accord. Voilà. Les 9 qui étaient là. Les mouflons mâles et femelles vivent en groupes séparés. Entre les mâles, les combats peuvent être très violents, surtout à l'automne, lors de la saison des amours. Vraiment des beaux animaux, très bien enroulants. La caractéristique des mouflons, c'est des animaux déjà un peu lourds, hein, qui font 50-55 kilos, et puis qui ont des cornes qui enroulent énormément. Le mouflon a une certaine puissance. Quand on voit ces vieux mâles là, qui sont cornus comme ça, qui se tiennent assez droits, plantés sur leurs 4 pattes, là, comme ça, c'est un beau spectacle. Ah, c'est superbe. On voit ce petit qui est en train de téter sa mère. C'est vraiment des choses qui sont très très jolies à voir, quoi.
C'est la récompense d'une heure, 1 heure et demie d'effort pour pouvoir monter jusqu'à la cime. Et puis voilà, la récompense, elle est devant nous. Et on aime ça et on remet ça tous les ans. Après avoir dévalé les pentes du Sancy, la Dordogne poursuit sa course dans l'ancienne vallée glaciaire et traverse la ville du Mont-d'Or. Le torrent se retrouve alors canalisé. Depuis l'Antiquité, le Mont-d'Or doit sa renommée à ses sources chaudes. Au XIXe siècle, c'est le lieu de villégiature des grands de ce monde qui s'y rendent pour prendre les eaux. À cette époque, la journée du curiste démarre à l'aube. Gargarisme, douche nasale, bain, les soins se déroulent le matin. L'après-midi est consacré au divertissement. Casinos, concerts, mais aussi excursions à dos d'âne. Une clientèle exigeante qui transpose ici son art de vivre luxueux et raffiné. Témoin de cet âge d'or, l'établissement thermal construit en 1817. Derrière son austère façade de lave noire, se dévoile un intérieur somptueux. Michel Boivin travaille ici depuis 4 ans. Cette source, elle est utilisée en cure de boisson et aussi pour les gargarismes. Donc les curistes le matin arrivent et puis ils ont un petit gobelet et ils prennent de l'eau. Alors cette eau, elle est chaude, elle est très riche en silice, en fer et en gaz. D'ailleurs, on peut voir là, on peut voir sous la vitre les émanations de gaz qui arrivent directement de la source. C'est très efficace pour tout ce qui est pharyngite, angine, tout ce qui est problème ORL en tout cas. Les architectes de l'époque ont utilisé les techniques les plus modernes, comme pour cette immense verrière de type Eiffel. Fer, fond orné, briques émaillées, tous les matériaux nouveaux de l'époque ont été utilisés. Les plus belles pièces de l'édifice se trouvent au premier étage. Alors ici, on se trouve dans une salle qui s'appelle la salle des pas perdus. En fait, c'était à l'origine des thermes la seule salle de repos commune. Les services, c'était un côté homme, un côté femme. Et le seul endroit des thermes où hommes et femmes pouvaient se retrouver, c'était dans cette partie-là. Alors ce qui est remarquable ici, c'est la hauteur de plafond. C'est typique de l'époque néo-byzantine, des grands espaces pour... Déjà pour la grandeur des lieux et puis aussi pour avoir l'esprit de liberté, de très bonne respiration, pour pouvoir respirer correctement. Autre chef-d'œuvre des thermes, la Grande Galerie, surnommée la cathédrale. Avec ses voûtes de verre et de béton, elle s'inspire de l'art roman, très présent en Auvergne. À l'une de ses extrémités, la source César, mise en scène dans un écrin luxueux. Alors nous arrivons dans une partie qui n'est plus accessible au public, qui était réservée à une clientèle privilégiée, qui était une partie luxe, où les personnes venaient faire leurs soins en toute intimité, puisque c'est des parties qui n'étaient faites que pour une seule personne à la fois. Construites dans les années 30, ces cabines de soins sont restées en l'état. À l'époque, rien n'était trop beau pour les curistes fortunés. On organisait même leurs déplacements. Alors, c'est une chaise à porteur. C'était un moyen de locomotion très utilisé pour les curistes. En fait, ils sortaient de soins et ça leur permettait de regagner leur hôtel ou leur chambre. Donc, ils sortaient, ils rentraient dans la chaise. Après, s'ils voulaient, ils pouvaient ouvrir la fenêtre. Et puis, il y avait des porteurs qui les emmenaient où ils avaient besoin d'aller. Ce qui permettait aussi, à l'époque, de ne pas avoir aussi ces grosses différences de température entre l'intérieur des thermes et l'extérieur. Pour répondre à cette mode des bains, des dizaines d'édifices somptueux sont sortis de terre.
C'est le cas de l'ancien palace, le Sarciron. Avec ses 300 chambres, il a longtemps été le plus grand hôtel de luxe d'Auvergne. Ce matin, Christian Laporte, architecte du patrimoine, supervise les travaux de restauration de l'ancien jardin d'hiver, qui abritait un salon de lecture. Une dizaine d'artisans s'activent sur le chantier. Bonjour monsieur Laporte. Comment ça se passe? Ça se passe pas trop mal. Oui, ça se passe pas trop bien. mal installé là-haut, c'est un peu Oui, c'est un compliqué petit peu là. compliqué, au niveau, Oui. Conçu comme une vitrine de l'hôtel, le salon de lecture abritait une somptueuse verrière, typique de la Belle Époque. L'architecte qui a conçu cela a poussé l'audace de faire une verrière comme une tenture, suspendue, qui est accrochée, vous voyez, une ossature métallique, avec ses guirlandes de fleurs, ses motifs, ses entrelacs, de manière assez gracieuse. On a une belle décoration et une verrière qui, évidemment, vue du bas, vous imaginez, devait être tout à fait extraordinaire. Les maîtres verriers doivent nettoyer les carreaux un par un. Verrière comme ça, c'est très très rare. C'est peut-être bien la première fois que je travaille dessus, sur une verrière comme ça. En 37 ans de travail, c'est la première fois, donc c'est un peu émouvant. Et puis bon, c'est vrai que c'est formidable de pouvoir redonner un éclat à cette période de l'histoire, quoi. Donc là, vous avez déjà fait un nettoyage complet au niveau de oui, cette coupole. Tout à fait. Abandonnés dans les années 50 avec le déclin du thermalisme, les édifices emblématiques du Mont d'Or retrouvent peu à peu leur splendeur. C'est depuis, je dirais, une dizaine d'années qu'on recommence à découvrir cette architecture. Alors non seulement en termes de qualité de réalisation, mais également parce qu'elle a convoqué toute une série de métiers d'art et d'artisanat d'art qu'on retrouve dans la ferronnerie, dans la céramique, dans la gypserie, dans tout un tas de décors. On reconnaît enfin une vraie valeur intrinsèque à cette architecture. L'édifice s'inscrit dans le courant éclectique du début du XXe siècle. Il mélange allègrement les styles. Art nouveau, avec ses motifs tout en courbe et en arabesque. Art néo-gothique, comme avec cette majestueuse rampe d'escalier en fer forgé. Dans les étages, les chambres d'hôtel ont été transformées en appartements privés. Une seule d'entre elles est restée en l'état, grâce à la ténacité de sa propriétaire. Ah oui, c'est vraiment super. Je ne savais pas qu'il y avait encore des espaces qui étaient encore pourvus de leur décoration d'origine. On est sur les dernières travées là, du 19e siècle. Ah, c'est super beau. Toutes les gypseries, là, on a les corbeilles. Avec les Christian Laporte et son assistante découvrent pour la première fois cette ancienne suite de luxe, avec vue sur la Dordogne. On a des beaux décors encore, les portes. Et ça, tu vois, ça devait être une loge comme un office ou une salle de bain. On va aller voir la chambre, là, peut-être. Ah oui, tu vois, tu as encore le même principe là, de petite loge. Ouais, c'est très beau, ça. On sent que la personne qui a été ici a tenu à conserver vraiment tout ce qui fait le cachet de ces suites, avec ses décors de lambris, ses petites loges, le trumeau de cheminée avec sa glace, la cheminée. C'est très élégant, on est toujours avec ce décor très raffiné. Je suis assez content de voir ça. Et il faut qu'on le montre en fait aux autres, aux autres copropriétaires pour leur dire voilà ce qu'il faut conserver et pour essayer de leur faire prendre conscience de ce patrimoine-là. Voilà. L'après-midi, les curistes de la Belle Époque prenaient l'air sur les hauteurs du Sancy. Pour remplacer la montée à dos d'âne, un funiculaire a été construit à la fin du XIXe siècle. Prescrite par les médecins thermaux, la promenade de santé était alors un passage obligé. Témoin de cet âge d'or, le funiculaire est toujours en fonctionnement. C'est bon pour moi. Oui, reçu. C'est parti pour un trajet de 8 minutes en pleine montagne.
Le funiculaire grimpe au rythme d'1 mètre par seconde. Une vraie prouesse technologique. Pour l'époque, c'était révolutionnaire, hein. D'autant plus que c'est le plus vieux funiculaire électrique de France à traction électrique. C'est-à-dire que la personne qui l'a construite a fait une retenue d'eau en bas du Mont d'Or sur la Dordogne, avec un mini barrage, uniquement pour alimenter le funiculaire en électricité. C'est-à-dire que le funiculaire fonctionnait à l'électricité, alors que les habitants du Mont d'Or ne l'avaient pas. Donc pour l'époque, c'était vraiment exceptionnel, hein. La salle des machines est située dans la gare du Haut. Conçue il y a plus d'1 siècle, l'installation a résisté à l'usure du temps. Elle est aujourd'hui inscrite au titre des monuments historiques. Sa vie, c'est une émotion, quoi. C'est toute une histoire. On essaie, nous, de continuer à faire fonctionner cette installation comme à l'origine. Et voilà, donc c'est une passion. Il y a un câble. Mais si, là, ce câble. Mais j'ai des freins, t'inquiète pas, j'ai des freins. T'as un seul câble, une cabine à chaque bout. C'est le câble qui nous retient. Ouais, c'est beau les arbres là-bas. Après l'Auvergne, la Dordogne pénètre en Limousin, dans le département de la Corrèze. Profitant d'un débit accru, une série de gigantesques barrages a été construite. En tête, le barrage de Bord-les-Orgues, bâti en 1952. Seul sur son éperon rocheux, le château de Val a résisté à l'inondation des gorges. Sur environ 80 km, 5 barrages se succèdent ainsi. Après l'inondation de la vallée, la Dordogne est devenue un long ruban, lisse et silencieux. Dans les années 50, pêcheurs et paysans ont quitté les gorges, transformant l'endroit en sanctuaire de nature sauvage. Aux commandes de ce bateau, Philippe Moulin, un amoureux des gorges. À ses côtés, Jean-Michel Teulière, un ornithologue. Il y en a un là-haut, Jean-Michel. Ouais. Naguère exploitée par les habitants de la région, la forêt a repris ses droits après l'exode rural et la construction des barrages. Et aujourd'hui, les gorges de la Dordogne abritent le plus grand corridor boisé de France, long de plus de 150 km. Lorsque le moteur du bateau s'arrête, tous les bruits de la nature surgissent, amplifiés par la profondeur des gorges. Pour moi, la nature, ça ne fait pas que s'expliquer. Ça se vit, ça se ressent, ça se respire. Et autour de nous, mine de rien, on a 4, 5 espèces d'oiseaux qui sont en train de chanter. Donc là, on va écouter, en effet, et enregistrer ces espèces d'oiseaux qui se trouvent autour de nous. Alors voilà, juste derrière le pinsson des arbres. On entend encore
Le Puyo Véloce à côté. Tip, tsap, tchif, tchaf, tchif, tchaf. Donc si on entend une petite fauvette à tête noire, comme on l'entend en ce moment, si on s'amuse à faire sa phrase, eh bien en effet l'oiseau va répondre. L'autre mâle qui évolue sur ce territoire pense qu'il y a un rival qui est rentré chez lui et il va essayer de l'identifier pour le chasser. Voilà, ça c'est vraiment le principe. Là, elle va réagir. Jusqu'à présent, j'ouvrais grand mes yeux, mais la prochaine fois, promis à Jean-Michel, j'ouvrirai plus grand mes oreilles. Je fais pas attention à ces bruits, à cette multitude de bruits, en fait, parce qu'on entend des oiseaux, un oiseau, mais en fait, non, il n'y en a pas un, il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr. Ah, moi, je pense que c'est de plus en plus un luxe, hein, d'avoir des ambiances apaisées, tranquilles. Et c'est vrai que les gorges permettent un petit peu ce genre de relation-là dans la nature. Le lendemain, Philippe Moulin retrouve Jean-Marc Chérier. Ensemble, ils animent une association pour ouvrir un sentier de randonnée le long des gorges de la Dordogne. C'est la jaune, là, le chemin n'a pas vu la main de l'homme depuis 60 ans, donc c'est clair que la nature a repris ses droits. C'était un chemin rural qui était inusité depuis 60 ans, qui servait donc aux paysans, pêcheurs, agriculteurs des berges de la Dordogne d'avoir un accès sur le haut du plateau pour aller vendre leurs produits. Et donc avec l'accord des communes, donc, on rouvre ce chemin. Et un chemin qui ne servait qu'au travail des hommes avec le passage des charrettes et des sabots, eh bien, va à nouveau voir le passage de randonneurs. Bon allez, on attaque en montant là. On coupe que les petits morceaux, hein. On laisse les beaux arbres. C'est pas la peine que les 4x4 passent. Hein. Pour le balisage, ils ont fait appel à une association d'insertion locale. Tous misent sur ce projet pour faire revivre leur territoire. Je dis souvent qu'on protège les châteaux, on protège les églises, etc. Mais tout le monde ne rentrait pas dans les châteaux. Par contre, tout le monde peut aller sur les chemins. Là, c'est vraiment notre patrimoine et le patrimoine commun. Donc ces chemins méritent vraiment d'être sauvegardés. Jean-Marc Chérier se bat depuis 3 ans pour que le projet aboutisse. Je suis très heureux de voir cette animation parce qu'il y a du monde déjà. Et puis ça y est, on donne vie à ce chemin qui pendant plus de 60 ans a vu personne. Et là, vraiment, on lui donne une âme, une vie. Et les gens vont pouvoir effectivement circuler sur ce chemin à pied en toute décontraction. Jean-Marc doit encore faire baliser des dizaines de kilomètres. Son projet est ambitieux. Le sentier devra longer la Dordogne, en rive droite, sur toute la longueur des gorges. Ah, moi, chaque fois que j'arrive là, j'ai des frissons. Ah ouais, quelle vue! Quelle vue, ouais, c'est superbe. Au total, 150 km à parcourir. Une randonnée d'une dizaine de jours en pleine nature. Sur le trajet, des villages et des sites qui racontent l'histoire des gorges et de leurs habitants. Comme le jardin de Bardot, créé au XIXe siècle. À l'époque, le jardinier descendait tous les jours du plateau pour entretenir son petit paradis aménagé en terrasse. Postale, tu sais? Oui, c'est Et regarde les vignes. Ah ouais, elles sont mises au-dessus. Là, il y a les kiwis qui poussent, là, sans problème. Et il y a les vignes là-haut. Aujourd'hui, ce lieu est en cours de réhabilitation. Donc, Il est défendu par Jean-Louis Bachellery, un autre membre de l'association. On a une problématique parce qu'on a beaucoup d'eau qui arrive sur le site. Et forcément, on a les murs qui sont en quelque sorte poussés par cette eau. Et avec le temps, les murs poussent, ils tombent. Hein, voilà. Donc nous, on veut pas voir disparaître ce jardin. On veut le conserver. On fait tout pour que, pour que ce jardin continue à vivre. C'est un véritable pan du patrimoine. On ne peut pas le laisser tomber. C'est pas possible.
Moi, ce que j'admire, c'était sa façon de bâtir. Regardez, vraiment, la pierre sèche, c'est vraiment super. C'est le témoignage des hommes dans la vallée et de la vie dans la vallée surtout, puisque pour faire ça, il fallait y vivre, il fallait y manger, il fallait... voilà, et c'est ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de vie dans la vallée. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Hein. Vraiment, c'est superbe. La philosophie de l'association, c'est ça, c'est permettre donc à des gens d'ailleurs de venir poser un œil sur des paysages comme ça. Voilà, aucune trace de l'homme, aucune nuisance, qu'elle soit sonore, visuelle. C'est la Dordogne sauvage, comme on l'aime. C'est vraiment notre Dordogne. C'est celle qu'on veut faire connaître. Elle est superbe. Sur la fin du circuit, les gorges accueillent un habitat insolite. 5 cabanes en bois, perchées dans les arbres. Camille Elbois et Julie Guay ont décidé à 25 ans de tout quitter pour accueillir des hôtes dans ces cabanes. Chaque matin, elles livrent le petit déjeuner au pied des dormeurs. J'aime beaucoup ce moment, il est très agréable, très frais par rapport au reste de la journée, qui en période d'été peut être vraiment très chaud. Et c'est assez intime en fait. On arrive tout doucement pour accrocher le petit déjeuner à la poulie. C'est un moment qui est vraiment spécial, qui est très agréable. On arrive sans faire de bruit pour déposer le petit déjeuner. Les cabanes ont été construites avec des bois de la région. Elles sont alimentées en électricité par des panneaux solaires. Alors on arrive dans la cabane si près de toi. Notre cabane prestige. Un luxe inattendu en pleine nature, mais qui respecte l'environnement. Chacune des cabanes a été construite autour de l'arbre, sans abîmer le tronc. Il y a des cerclages qui enserrent l'arbre, mais qui peuvent être démontables. La cabane est entièrement démontable. Celle-ci, ce qui est très sympa, c'est que les feuilles repoussent tous les printemps. Ouvertes depuis 5 ans, les cabanes ne désemplissent pas. Certains viennent de très loin pour partager une nuit avec les oiseaux et profiter du clou du spectacle. Une vue sur la Dordogne a coupé le souffle. La première fois que je suis venu ici, j'ai trouvé ça impressionnant. Le site, la cabane, avec l'arbre au milieu, et toute la vie qu'il y a autour, c'est incroyable. On est arrivé ici par hasard et quand on a vu toute cette nature, ce vert, car là où on habite en Espagne, c'est difficile de trouver un lieu comme ça. Donc on a adoré toute cette eau parce qu'ici il n'arrête pas de pleuvoir. C'est impressionnant. Julie et Camille ont trouvé le terrain à vendre sur Internet. Une petite pépite qu'elles se sont empressées d'acquérir. Bonjour, vous avez bien dormi? Oui, très bien. Quand on est arrivé, qu'on a vu la vue surtout, qu'on a vu cette forêt partout, immense, et les rapaces qui tournoient, on a été complètement subjugués. Vraiment, c'est le mot. Quand on est là le matin avec le lever du soleil, c'est vraiment fantastique. On entend les petits oiseaux, en plus on a un petit nid de rouge-gorge juste au-dessus, donc là, c'est vraiment très agréable. À quelques kilomètres des cabanes, juste à la sortie des gorges,
la Dordogne traverse la ville d'Argentat. Libérée des barrages, la rivière retrouve sa vigueur naturelle. Ancien port fluvial, Argentat a longtemps été une étape importante sur la route des Gabarres. Chargés de bois, ces bateaux descendaient des gorges jusqu'en Gironde pour vendre leur chargement. La Dordogne était alors une véritable autoroute commerciale. Et ces belles maisons témoignent de la prospérité de la ville au XVIIIe et au XIXe siècle. L'une d'entre elles vient d'être entièrement restaurée. Elle appartient à Nicolas Mignard. Les maisons du coin étaient essentiellement faites avec des matériaux de récup du coin. Qu'est-ce qu'on trouvait dans la Dordogne des galets? Vous regardez, on a granit et galets qui composent essentiellement le mur. Toutes les maisons qu'il y a sur les quais ou sur Argentat étaient fabriquées avec des matériaux du coin. Les murs en galets et la toiture avec ce qu'on appelle l'alose. L'attrait principal de la maison, c'est sa terrasse sur la Dordogne. Voilà, c'est un petit paradis, je dirais c'est presque la Dolce Vita version corrézienne. Moi, tous les matins quand je me lève, je me dis ouais, j'ai de la chance de vivre ici. Et j'ai le pont et j'ai la rivière. Et voilà, je me plais à prendre, c'est un peu une caricature, à prendre mon café comme ça, tranquille, et vraiment à prendre le temps et de dire ouais, on est bien quand même ici. À l'époque, quand les maisons étaient construites, c'était un rapport à la rivière qui était un peu particulier. On se protégeait de la rivière et la zone de vie se passait sur les balcons tels que celui-ci. On vivait là, on stockait du matériel, on faisait sécher le linge. Puis c'est toujours le cas, hein. Nous on y mange, on y vit, on y fait aussi stocker le linge toujours. Le lendemain matin, Argentat est en pleine ébullition. Pour célébrer l'épopée des Gabarriers, une descente en radeau est organisée chaque année sur la Dordogne. Parmi les participants, on retrouve Camille et Julie, les propriétaires des cabanes dans les arbres. C'est très festif l'état d'esprit. Il y a une bonne ambiance, il y a des pistolets à eau qui nous rafraîchissent, ça fait vraiment du bien. Et je crois que tout le monde a vraiment hâte de défiler là. Avant de se mettre à l'eau, les équipages défilent dans la ville. Dans la foule, un dragon en papier symbolise le coulobre. La légende raconte que cet animal mythique des eaux de la Dordogne s'attaquait autrefois aux Gabarriers. L'un des organisateurs de l'événement, c'est Nicolas Mignard. Il y a 32 équipages, ça fait à peu près 150 à 160 personnes sur l'eau qui vont être bénies par le curé là d'ici 10 minutes. Et je vous bénis, vous y êtes, hein? Allez, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Une heure avant le départ, les équipages déplacent leur radeau sur la berge. La descente sur la Dordogne est un événement auquel participent tous les habitants d'Argentat. Même le curé a son propre radeau. Dès que je suis arrivé à Argentat, moi j'ai lu la vie des gens du pays. Et effectivement, pendant 2 siècles, quelle vie ils avaient. Alors nous, on fait mémoire de ce qu'ils ont vécu, hein, et avec des joies, avec des grandes joies, et avec aussi voilà, une difficulté de vivre. Il fallait bien vivre, descendre jusqu'à Bordeaux, porter du bois, des planches, et remonter avec quelques sous quand même. Hein. Je vous pousse un peu. Hop là, allez. Échoué sur un rocher, puis on a eu du mal à synchroniser. Mais là, c'est parti, on est sur la bonne lancée. On redouble d'efforts. Naguère réservée au commerce sur l'eau, la Dordogne est aujourd'hui le royaume des plaisanciers. Les descendants des Gabarriers profitent désormais de sa douceur de vivre.
À 2 km d'Argentat, la Dordogne rencontre la Maronne. Cet affluent traverse une région de gorges sauvages. Au creux d'un de ces méandres se dresse un trésor méconnu. Voici les vestiges des Tours de Merle. Une ancienne citadelle frontière entre le comté de Toulouse et celui d'Auvergne. Nous retrouvons Jean-Michel Tellière, l'ornithologue des gorges de la Dordogne. Ce matin, il a donné rendez-vous à des bénévoles pour déboiser les abords du château. Ces terrains sont d'anciennes landes à bruyères, réhabilitées par le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin. On est en train de couper ces genêts, on est en train aussi, soi-disant, de retrouver les paysages traditionnels à l'époque des Tours de Merle. Les gens qui viennent visiter les Tours de Merle sont convaincus que ce paysage sauvage, on ne peut pas le dire autrement puisqu'il y a de la forêt partout, il a existé, il a perduré pendant des siècles et des siècles. Que nenni. Non, non, non. La lande, depuis les Tours de Merle, depuis que l'homme s'est installé sur cet éperon rocheux, eh bien autour de lui, tout était pelé. On comprend bien que pour voir venir le mécréant ou l'ennemi, il fallait nécessairement le voir venir de loin. Cette région, la Xaintrie, est le fief de la famille de Jean-Michel. Les gens n'ont pas la conscience qu'ils vivent dans un endroit exceptionnel. Voilà, des paysages comme on les voit là, il n'y en a vraiment pas partout. Ce genre de travaux qui sont complètement, je dirais, sans grande ambition, osons le dire, mais en même temps, ils sont là aussi pour redécouvrir nos paysages d'antan. Il faut penser à nos aïeux qui ont trimé, qui ont bossé dans ces endroits-là pour les tenir ouverts et pour leur tirer une richesse aussi modeste soit-elle. À l'origine, le promontoire était un repère de troglodytes qui logeaient dans un réseau de grottes souterraines. Au XIe siècle, on y construit une place forte militaire. Par le jeu des alliances matrimoniales, plusieurs familles vivaient alors dans ce même lieu. Là, ce qu'il y a de remarquable ici, c'est qu'il y avait plusieurs seigneurs, 7 seigneurs qui cohabitaient. Et chaque tour, chaque édifice qui est autour de nous, il y avait son seigneur à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça c'est assez étonnant. Les gens qui viennent ici sont plutôt impressionnés par ce mélange, cette savante alchimie entre de la structure éminemment construite, qui est sortie de l'intelligence des hommes, et puis cette nature qui est complètement spontanée. En partie détruites pendant les guerres de religion, les Tours de Merle furent progressivement abandonnées. C'est un site qui est totalement magnifique. Et moi, personnellement, voilà, quand j'en parle, j'ai des frissons. On s'y sent, on s'y trouve, on y vit. Voilà, il y a de la vie. C'est un site qui est vivant. Et la nature, la préservation de cette nature et de la lande à bruyère qu'on a essayé donc de remettre en état ce matin, eh bien, ça fait partie de ce côté préservation de l'environnement, de la nature qu'on veut protéger et mettre en situation. Bon, on va prendre les escaliers. L'une des tours permet d'accéder à une terrasse qui offre un panorama unique. Voilà. Punaise. Là, c'est serré. Alors là, c'est une question de stratégie. On comprend que l'escalier était plutôt large au départ, serré à l'arrivée pour contraindre, toujours pareil, l'ennemi belliqueux de ne pas passer facilement, de ne pas accéder facilement. Et voilà, et là on arrive dans l'endroit qui vaut le détour, le haut de la tour Pesteille, comme on l'appelle. On revoit d'ailleurs notre jolie petite lande là-haut. Et puis la rivière qui passe juste en dessous, la Maronne, qui servait de douve naturelle, même si ce n'est pas des douves, puisque c'était la rivière naturellement qui se trouvait là, mais qui était aussi un challenge pour être franchi, nécessairement. Après la Corrèze, la Dordogne pénètre dans le département du Lot. Comme tous les ans, à la saison estivale,
une équipe de scientifiques décolle pour un repérage aérien au-dessus de la rivière. Ils travaillent pour Epidor, l'établissement public chargé de veiller sur la santé de la Dordogne. Eh bien là, on est en train d'arriver au-dessus de la vallée de la Dordogne, dans un secteur tout à fait exceptionnel, c'est l'embouchure de Louis, avec sur notre gauche le château de Belcastel, et toute cette immense rangée de falaises qui permet à la Dordogne de faire un immense méandre. Donc c'est un secteur tout à fait original où la rivière se déplace assez régulièrement dans toute sa vallée alluviale en s'appuyant de façon tout à fait, j'allais dire, régulière le long des appuis de falaises. Ici, la Dordogne a creusé le causse du Quercy. Ces falaises et la Dordogne qui serpente là au milieu, c'est super chouette. On dirait qu'elle rebondit comme un flipper, là, qu'elle a tapé une falaise, elle repart dans l'autre. C'est super beau. Les scientifiques effectuent un comptage des usagers de la rivière. Cette étude leur permettra de sensibiliser les communes pour qu'elles contrôlent la qualité des eaux de baignade. Alors là, on va arriver dans un secteur tout à fait important pour le loisir nautique, c'est le secteur de Gluges. Alors au-delà de la caractéristique locale, c'est-à-dire une église qui est encastrée dans le rocher calcaire, il y a là une des plus grandes plages du secteur. C'est une plage surveillée avec une grande base canoë. La Dordogne, il faut le savoir, est une des rivières les plus fréquentées par le loisir nautique. Je crois que l'on a dénombré dans certains secteurs plus de 3000 canoës par jour, ce qui en fait la première rivière d'Europe par le nombre de canoës. Mais c'est également une rivière qui est très très fréquentée par les baigneurs. C'est un des plaisirs d'ailleurs des touristes que de se balader sur la Dordogne, de s'arrêter sur un banc de gravier et de se baigner. On se baigne partout sur la rivière. Alors bien évidemment, on peut se baigner partout parce que la qualité de l'eau est encore dans un parfait état. Guy Pustelnik est l'un des artisans du classement de la Dordogne en réserve de la biosphère. Un combat qu'il mène depuis plus de 30 ans pour concilier protection de l'environnement et développement économique. Moi je dis qu'on travaille pour le bonheur national brut, quoi. On travaille vraiment pour ça. Nous ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse développer ses usages, ses activités, mais aussi que tout le monde soit content qu'il n'y ait pas de conflit et que les gens soient en capacité de profiter pleinement de la qualité de vie qu'on a dans ce bassin versant, où on a tout. C'est quand même un morceau de paradis, ça. Tu vois le plissement des strates, là, c'est superbe. Regarde la fissure, là. Ça, c'est très typique de la Dordogne quercinoise. C'est très minéral, en fait. Il y a une roche blanche, comme ça, avec des falaises assez impressionnantes. Enfant du pays, Clément Bouscarel navigue sur la Dordogne quercinoise depuis tout petit. Pêcheur, conteur et guide touristique, il la connaît sur le bout des doigts. La Dordogne, ça veut dire l'eau tumultueuse, imprévisible, rapide. La Doruna,
C'est comme ça que les Celtes l'appelaient. Et ça a donné Dordogne au fil du temps. Et vraiment, elle porte très très bien son nom, cette rivière. Sans prévenir, elle s'accélère et puis ça peut être très vite dangereux en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il faut la rivière Dordogne, quand on navigue dessus, il faut la respecter. Aujourd'hui, Clément fait découvrir à des amis ses coins préférés. Une escapade sur des barques de pêche traditionnelles. Et t'as toujours des cigales. Parmi les pépites de la région, l'un des plus beaux affluents de la Dordogne, Louis. Ah ben là, c'est un panel de verre extraordinaire. Hein. Entre les algues, entre ce qu'il y a sur l'eau, sous l'eau et au bord de l'eau, il y a toutes ces caloptérix ou ces petites libellules là qui sont sur le dessus. Il y a tout un panel de couleurs énorme, quoi. C'est un vivier pour la Dordogne. C'est fabuleux. Tous les poissons viennent là. Et alors ça, c'est magnifique. Derrière nous, on a le château de Belcastel. Belcastel. Château fort, Belcastel. Ben, beau château, Castel, en occitan, château. Et c'est vraiment... justement, il domine là l'arrivée de Louis sur la Dordogne. C'est un très vieux château, qui est sur un château fort à la base, hein, et qui a une position idéale et stratégique pour voir et être vu. Il porte vraiment bien son nom, Belcastel. Ça, on ne peut pas dire. Il ne l'a pas volé. Dès qu'on a 2 ans, qu'on est en âge de barboter, on est tous allés à la Dordogne, quoi. Et après, ben, ouais, après l'école, après le collège, après le lycée, dès qu'on a un moment, après c'est au bord de l'eau, quoi. C'est le truc calme, reposant. Amoureux de la Dordogne, Clément l'a même remonté à pied jusqu'à sa source, alors qu'il n'avait que 16 ans. Elle coule dans mes veines, la rivière. C'est toute une vallée, en fait. C'est tout un terroir. C'est toute une culture. C'est la vie, en fait. Moi, je trouve qu'il est très important de la respecter, cette rivière, parce que tous nos villages qui sont ici posés au bord de l'eau ou qui sont à côté, ils ont un passé qui est obligatoirement dépendant de cette rivière. Et donc, c'est tout un patrimoine. Et je trouve qu'il est très, très important de la faire vivre, en fait. Là, ça va être un petit peu. Ça passe? Ouais, ça passe. Là, pour le moment, ça passe. Ça passe, il y a des branches. Là, ça passe. Myriam, fais gaffe. Attention, là, attention, attention. C'est bon. Attention, celle-là. Bon, c'est bon. La falaise calcaire abrite un vaste réseau de rivières souterraines. Regarde ça, le ventre de la terre. C'est énorme. Allez, vas-y. Clément nous fait visiter l'une de ces cavités, un endroit connu des seuls initiés. On va pousser. Oh, le bruit. Oh, la vache. On dirait une tête. Et regardez Edouard, le plafond. Regardez Edouard. C'est humide. C'est fabuleux. Regarde ça un peu. Regarde la voûte sur nos têtes. On dirait que ça a été tracé au cordeau. Ça, c'est quelque chose de superbe, en fait. Du lit de la rivière, on peut rentrer en bateau dans le ventre de la terre, sous cette énorme couche calcaire, dans la falaise. On a une grotte, une rivière souterraine, en fait, qui alimente la Dordogne.
Regarde ça un peu. On arrive au fond de la grotte. C'est profond ici. C'est très profond. On voit bien là. Regarde ça. T'as vu la profondeur un peu? Regarde. C'est impressionnant, c'est superbe. D'être là, dans la nature, dans la terre. On est dedans, à l'intérieur, en fait. Au-dessus de nous, il y a des tonnes de calcaire, quoi, en fait. C'est fabuleux. Fabuleux. C'est magique. Oui, on trinque. Bon, allez. À la Dordogne? À la Dordogne. Le lendemain, nous retrouvons Clément, en route pour le Périgord, une quarantaine de kilomètres en aval. Sur le trajet, il traverse Souillac, un ancien port commercial. C'est une ville qui est charnière dans toute la vallée de la Dordogne, puisqu'on est au milieu, dans le cœur de la vallée, de cette rivière, c'est Souillac. Et c'est vraiment un point transitoire entre le haut pays et le bas pays. Voilà. Souillac est célèbre pour son église abbatiale, bâtie en 1130. On la reconnaît grâce à ses 3 dômes recouverts de lauze. Juste après Souillac, là, on traverse la Dordogne, on passe l'eau, on dit, à Sieurac. On va descendre un peu la rivière et on va rentrer dans la province du Périgord. Les Pétrocors, tribu celte qui donnent le nom à cette terre, Périgord, Périgord noir. Le Périgord doit sa renommée à la majesté de ses châteaux, perchés au-dessus de la Dordogne. Des forteresses qui témoignent d'une histoire mouvementée. Dès le XIIIe siècle, la rivière fait l'objet de luttes incessantes pour le contrôle du territoire. Frontière naturelle, elle est alors un enjeu stratégique entre possession française et duché d'Aquitaine, à l'époque sous domination anglaise. Le château de Bennac est l'un des plus beaux vestiges de cette histoire guerrière. Sur la falaise d'en face, le château de Marquessac. Transformé au XIXe siècle en demeure aristocratique, il est célèbre pour ses jardins suspendus et ses buis centenaires. Tout au long de l'année, une équipe de 5 jardiniers taille ces arbustes à la perfection. À leur tête, Jean Le Moussu. La taille en soi, c'est pas particulièrement difficile, mais il faut être très méticuleux et soigner les détails. Voilà, c'est ça qui fera la différence toujours.
On fait en sorte surtout de parfaitement arrondir les angles pour qu'il y ait vraiment quelque chose de très doux, qu'il n'y ait pas d'accroche au niveau du regard. L'objectif, c'est ça, de tout ce traitement ici, c'est ce moutonnement, c'est cette rondeur qui est vraiment caractéristique du traitement des buis à Marquessac. Abandonnés pendant une trentaine d'années, les 150 000 buis d'origine ont nécessité 2 ans de travaux pour retrouver leur splendeur d'antan. Le parc de Marquessac s'inspire des jardins italiens de la Renaissance. Avec ses longues allées sinueuses, il incarne l'idéal du jardin romantique au XIXe siècle. On est vraiment dans le jardin qui était fait pour le plaisir de la promenade. On n'est pas dans le jardin d'apparat. En général, le jardin français, on avait une vision globale du jardin depuis l'habitation. Marquessac, c'est complètement différent. Tout se découvre au fur et à mesure de l'avancement. On se promène dans les allées, on découvre un aménagement. Donc il y a toujours un effet de surprise dans ce genre de jardin. Et c'était vraiment une conception faite pour la promenade. Marquessac, c'est aussi un château. Construit à la fin du XVIIIe siècle, il a été conçu comme une demeure d'agrément, ouverte sur le parc. Sa toiture en lauze, typique de la région, pèse plus de 300 tonnes. Elle est en cours de restauration. Tout se taille à la main. Le seul outil qu'on a, c'est un marteau qu'on fait forger tous les 2-3 chantiers. Et toute la taille se fait au son de la pierre. Comme la pierre va sonner, on va tourner le marteau d'un sens ou d'un autre, ou la pierre va tourner. Voilà. Toujours le même geste, toujours les mêmes... Pas les mêmes pierres, mais... On redémarre. Kléber Rossillon est le propriétaire de Marquessac et l'artisan de sa Renaissance. Ce passionné de patrimoine a racheté le domaine en 1996. Après avoir restauré les jardins, il s'attaque aujourd'hui à la toiture du château, qui n'a pas été refaite depuis 200 ans. Nous voyons cette pierre qui est blonde, qui va le rester pendant quelques années, mais qui deviendra bientôt grise. Donc ça, c'est un moment qui ne dure pas longtemps dans la vie d'un château. Et il faut en profiter au maximum. Et moi, je trouve que la lumière sur ces lauses est vraiment extraordinaire. Quand vous voyez ça, vu d'ici, avec toutes ces nuances de couleurs, c'est extraordinaire. La qualité d'une toiture en lauze s'apprécie aussi de l'intérieur. Alors voilà, vous voyez l'intérieur, le calage. On voit bien les lithos là. Ils sont de l'intérieur. Ils sont vraiment gros là. Vous avez mis du gros litho. Mais c'est du gros litho de manière qu'on est reparti pour 200 ans de plus, quoi. Lorsque Kléber Rossillon rachète le château, les combles menacent de s'effondrer. Les premiers charpentiers sont arrivés, ont enlevé leurs chaussures et ont marché en chaussettes. Et ont donné les premières consolidations, on fait les premières consolidations avec un maillet en bois pour ne pas ébranler la toiture et pour ne pas risquer que tout s'effondre en une seule seconde. Et il n'y aurait plus eu de château. Ce qui est très intéressant dans cette charpente, ce que je trouve assez joli, ce sont ces croix de Saint-André qui empêchent la charpente de basculer. Et là, vous voyez, ce sont les anciens bois qui sont encore conservés, qui ont été reposés. Ça, c'est assez joli de voir cette charpente en plusieurs étages. C'est un beau volume. Marquessac est aujourd'hui l'un des sites les plus visités du Périgord. Une fierté pour cet enfant du pays qui venait ici lorsqu'il était jeune. Le jardin était alors envahi par les broussailles. Aujourd'hui, on a dégagé les panoramas en beaucoup d'endroits et c'est ça qui fait le charme de ce jardin. C'est que par moments, on est dans de petits endroits renfermés et par d'autres moments, comme ici, nous avons la vue qui se dégage.
À l'autre bout du domaine, Kléber nous emmène voir le plus beau point de vue du jardin sur la Dordogne. Du belvédère de la Dordogne, on comprend toute la géographie du Périgord noir, avec la Dordogne qui va de méandres, qui dessine ses méandres et qui va buter de falaise en falaise jusqu'à Castelnau, puis Bennac, en passant par Dôme, La Roque-Gageac. Donc tous les villages de la vallée sont visibles d'ici, les plus beaux villages, et on voit que cette rivière va aller buter contre les falaises. En fait, c'est la rivière qui a fait les paysages de la vallée. En contrebas, les falaises de Marquessac ont été aménagées pour accueillir un parcours acrobatique à 20 mètres du sol. Donc voilà, on regarde bien où on met les pieds. Il y a des prises partout pour les pieds, pour les mains. Grand amateur d'escalade, Jean, le jardinier, accompagne parfois les visiteurs. C'est là qu'il faut vous dire que c'est vachement plus impressionnant, Jean. C'est là où il y a le plus de hauteur. Ouais. On est à peu près une vingtaine de mètres. C'est l'endroit le plus inconfortable, on va dire, du parcours. Ah ouais, c'est bien. C'est un endroit, voilà, on découvre la vallée de la Dordogne différemment. Marquessac, il y a des points de vue tout le long des promenades, mais encore d'ici, en contrebas de la promenade des falaises, on a une vision différente de cette vallée. Puis voilà, c'est un paysage magnifique, ouais. On peut pas s'en lasser, hein. Nous suivons Kléber-Rossillon, en route pour le château de Castelnau. C'est là, pour lui, que tout a commencé. Castelnau, j'y vais depuis que je suis tout petit, puisque mes parents avaient acheté le château de Castelnau en 1966 et avaient commencé à le restaurer à cette époque-là. Donc moi, depuis que je suis enfant, j'allais sur les échafaudages pour voir les ouvriers qui réparaient ce château. Située sur l'autre rive de la Dordogne, cette forteresse emblématique du Périgord a été construite au XIIe siècle. Après les dégâts causés par la guerre de Cent Ans, l'édifice a été peu à peu agrandi au XVe et XVIe siècle. Dans les années 60, les parents de Kléber-Rossillon l'ont entièrement restauré avant de l'ouvrir au public. Il leur a fallu 30 ans de travaux pour le remettre en état. Alors cet album est l'album des photos du relevé qui a été fait juste avant le début des travaux en 1967. On voit sur cette photo que le donjon donc, a été restitué, également la grosse tour d'artillerie dont un étage a été restitué. Et là, sur cette photo, on voit l'état d'effondrement dans lequel était le corps de logis qui aujourd'hui abrite nos collections d'armes et d'armures. Ça a été une des plus grandes restaurations de châteaux forts du siècle passé, puisque ça s'est terminé en 1997. Ce matin, Kléber reçoit un collectionneur qui va lui confier une pièce rare. Je vous amène là une arbalète du XVIe siècle que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Bon, elle n'était pas dans cet état-là. Et bon, elle est magnifique. Voilà. Elle a bien servi. Elle a bien servi. servi. Et ici, elle est datée dessous. Là, il y a voilà la date, 1579. Voilà. 1579, c'est une arme qui a quand même 534 ans. Vous ne pouvez comprendre l'architecture du château que si vous comprenez ce qu'il y avait. C'était des châteaux qui étaient armés, c'était des forteresses militaires. Et par exemple, vous pouviez avoir sur les remparts cette arbalète, qui est une arbalète dite à tour, parce qu'elle était posée tout simplement sur une tour. Et cette arbalète géante permettait de défendre le château. Ce n'était pas une pièce qui était mobile, elle était posée sur les remparts.
Et donc on pouvait orienter, faire la défense du château à partir d'une pièce de ce type-là. Celle-ci est une pièce la copie d'une pièce du XIVe siècle, qui est la seule arbalète qui est subsistée de ce type-là au monde. Le château de Castelnau a été le théâtre de violents combats, notamment pendant la guerre de Cent Ans. Lorsque le conflit éclate au milieu du XIVe siècle, la rivière Dordogne devient une ligne de partage entre l'Aquitaine anglaise et les possessions du roi de France. La forteresse sera assiégée à 7 reprises et changera 7 fois de camp. Depuis la courtine, le panorama spectaculaire permet de comprendre pourquoi Castelnau était un enjeu stratégique. Alors d'ici, nous dominons la boucle de la Dordogne sous Castelnau. On voit en face le château de Bennac, le château de Ferrac, juste derrière les arbres, qui dépendait du château de Castelnau, et en face, le promontoire de Marquessac. Les châteaux étaient construits à des endroits qui avaient un intérêt stratégique, notamment pour le contrôle de la circulation, soit au carrefour de route, soit comme ici, dominant la vallée de la Dordogne, qui était l'axe économique sur lequel descendaient les marchandises du Massif central. Donc il y avait au pied de chacun de ces châteaux des ports, des péages qu'il était important de contrôler. Après avoir traversé la vallée des châteaux, la Dordogne continue sa course dans le Périgord. Une trentaine de kilomètres en aval, elle rencontre la Vézère. Du haut de son éperon rocheux, le village de Limeuil surplombe la confluence des deux rivières. Bon, en route, on roule. Aujourd'hui, c'est jour de promenade pour le Vespa Club de Bergerac. Ces amoureux de Vespas anciennes se sont donné rendez-vous pour une escapade d'une journée le long de la Dordogne. Créé en 1952, le club de Bergerac est l'un des plus vieux de France. Serge Boutade, son président, ouvre la route. On découvre la rivière autrement qu'en voiture, puisqu'on a le plaisir de voir la Dordogne, de voir tous les paysages. Et on sent le vent ce qui fouette la figure. On voit de la verdure qui change à chaque saison. À la saison des fouets, on sentait l'odeur des fouets fraîchement coupés. Quand il y a eu les moissons, on sentait l'odeur de la paille. Disons que c'est la nature, c'est le plaisir de la nature. La route longe les cingles de Limeuil et de Trémola. Les cingles, ce sont ces méandres majestueux de la Dordogne qui ont fait la réputation de la région. Le groupe arrive ensuite au petit village de Mozac, niché au bord de la rivière. On arrive sur les quais de Mozac, c'est un village, un ancien village de pêcheurs, de gabariers. Donc on arrive vraiment, on va passer sur le pont du chemin de fer. On sent la fraîcheur de la Dordogne, on est à côté. C'est vraiment très agréable de rouler à côté de l'eau, quoi.
En aval de Mozac, la rivière était redoutée pour ses rapides, qui rendaient la navigation dangereuse. Pour assurer la sécurité des bateaux, un canal de contournement a été construit au XIXe siècle, en parallèle de la Dordogne. Il s'étend sur une quinzaine de kilomètres. Ouvert en 1843, il a fallu 5 ans de travaux pour le creuser. C'était alors une voie de passage très fréquentée, rythmée par le va-et-vient des bateaux chargés de marchandises. Il a servi jusqu'à l'arrivée du chemin de fer dans les années 50. Écluses, ponts, viaducs, la plupart de ces ouvrages d'art ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Une belle petite route, c'est le chemin d'allage du canal. Donc c'est le côté rive droite. C'est magnifique, quoi. Ce qui est magnifique, c'est de voir les reflets dans l'eau. C'est vraiment très, très, très agréable, quoi. La promenade se termine au barrage de Tuilière. C'est là que le canal prend fin, en se jetant dans la Dordogne. Alors, dans notre droite, là, il y a une multitude d'écluses où au milieu se trouve un bassin de croisement pour les gabarres. C'est-à-dire que les gabarres montantes et descendantes se croisaient dans ce bassin. Il serait bien que ce canal soit remis en activité. Il a servi un siècle uniquement et ça serait magnifique de le voir remis en activité. Un projet de réhabilitation du canal devrait bientôt aboutir pour le rouvrir entièrement à la navigation. Dernier département traversé par la Dordogne, la Gironde. Ici, c'est le royaume des vignes. Fronsac, Saint-Émilion, Pomerol, les plus grands terroirs bordent ces rives. C'est le meilleur et le plus beau. Nous sommes au mois de septembre. La récolte des blancs vient de commencer. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, Céline? Ça va. Fabian Barnes, franco-anglais, est œnologue et journaliste. Comme tous les ans à cette époque, il sillonne les vignes pour rencontrer les producteurs et goûter les raisins de l'année. Elles sont belles ces grappes. Disons, c'est vachement mieux que je pensais, hein, disons, cette année quand même. Hein. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains ont planté des vignes au bord de la Dordogne. Ces terres, riches et fertiles, étaient ensevelies sous les eaux il y a des millions d'années. C'est ce qu'on appelle les terres alluvionnaires. Hein. C'est une terre qui est très friable, hein, sablonneuse. On le voit, hein, ce sont des argiles qu'on appelle les limons. Hein. Ce sont des limons très fins qui ont été déposés par la Dordogne à l'époque où la Dordogne creusait son lit entre les deux coteaux, ceux de Castillon d'un côté et de l'autre côté le plateau de l'Entremer. Comme tous les riverains de la Dordogne, Fabian a son propre bateau qu'il utilise dès qu'il en a l'occasion. C'est-à-dire que quand on habite au bord de la Dordogne, ce serait quand même un petit peu triste de ne pas en profiter là pour se balader entre deux hameaux. C'est pas très long, c'est paisible. Plus haut sur la Dordogne, tu as le rocher qui plonge à brut. Ici, on est beaucoup plus dans un paysage de vallée, avec un lit de la Dordogne qui est très large. Le paysage est magnifique, assez préservé. C'est la nature, quoi. C'est chouette.
Fabian a rendez-vous un peu plus loin sur la Dordogne, à Castillon-la-Bataille. La ville est célèbre pour sa bataille qui a mis fin à la guerre de 100 ans entre Français et Anglais. Ancien port marchand, c'est de ces quais que partaient les vins vers l'Angleterre et les pays du Nord. Pour entreposer les barriques, des chais ont été construits tout le long de la rivière. Celui-ci est l'un des plus beaux de la région. Au-dessus de la porte, l'encre marine et la barrique témoignent de cette histoire. On est vraiment dans la complexité. Mais dans le nez, normative, peut-être tu crois que ça va être un peu doux? On dirait, hein. C'est un nez de liqueur. Le chai a été restauré il y a 6 ans par un Anglais, Tony Laithwaite, l'un des amis de Fabian. C'est là qu'il vinifie ses propres assemblages. Plus de 40 vins différents sont en maturation dans ces barriques. Intense, hein? Intense. Très intense. C'est très intense, hein. Une complexité aromatique, on a de la fraîcheur et des notes. Les clients ont toujours besoin de quelque chose de nouveau, intéressant. Donc là, on est sur les bords de la Dordogne, on est positionné. Abandonné pendant plusieurs années, le chai a retrouvé sa fonction d'origine grâce à Tony. Il y avait, je sais pas, 2000 bateaux qui venaient tous les ans pour les vendanges. Ils arrivaient à Bordeaux et ils rencontraient les gabarres qui descendaient la rivière avec le vin et pour arriver en Angleterre avant Noël. Donc c'est pour ça qu'il y avait des chais au bord de la rivière. Et même quand je suis arrivé, les années 60, ils étaient toujours là. À la tête d'une grosse société de vente de vin, Tony Laithwaite est tombé amoureux de la Dordogne et de ses vignes dans les années 60. En 2008, il décide de sauver le chai de Castillon en le restaurant à l'identique. Les dames qui ont construit le chai devaient vraiment être de bonnes personnes. Regardez, elles ont mis le nom de tous les artisans qui ont travaillé ici. Le peintre, les charpentiers, ils sont tous là. Et là, c'est Madame Dubreuil. Une dame très gentille, cette Madame Dubreuil. Les bords de rivière qui sont assez splendides, ils ont quand même été très délaissés, mais parce que l'activité, la vie n'était plus là. Et du coup, c'est une grande joie quand Tony et son équipe se réapproprient les lieux et le refont vivre. Parce que oui, ça fait partie de l'âme de ces villages. En face de Castillon-la-Bataille se trouve le restaurant de Fabian et de sa compagne. Séduits par ce bord de rivière il y a 4 ans, ils ont décidé d'y monter une guinguette d'un nouveau genre. T'imagines le plaisir d'être ici? Cette vue là, magnifique. C'est paisible, c'est splendide. On pourrait être à plein d'endroits. Et en même temps, on est en Gironde avec des saules, des peupliers, des acacias. Il y a la faune aussi, c'est très sauvage, très protégé. On a des aigrettes, des cygnes, des hérons. C'est assez magnifique. La Dordogne abritait naguère plusieurs sortes de poissons migrateurs. L'une de ces espèces mythiques devrait bientôt faire son grand retour. Disparu dans les années 80, l'esturgeon fait l'objet d'une vaste campagne de réintroduction qui commence ici, à Saint-Seurin-sur-l'Île, en Gironde. Dans ces bassins, on élève des esturgeons pour repeupler la rivière. Ces poissons proviennent de captures qui ont été faites dans le milieu naturel il y a une quinzaine d'années. C'est des poissons qui sont nés entre les années 70 et 81 à peu près, donc qui commencent à avoir entre 30 et 40 ans. Ceux-là, c'est les plus gros qu'on a ici dans ce bassin et ils ont connu la Dordogne et la Garonne. Ils ont été pêchés par des pêcheurs professionnels en fait et ramenés sur le site pour acclimatation et reproduction artificielle. Ces géniteurs sont les derniers représentants de l'esturgeon d'Europe, une espèce très ancienne, rescapée de l'ère jurassique.
Ce matin, à la pisciculture, tout le monde est sur le pont. C'est jour de réintroduction. Voici les juvéniles qui vont être relâchés. Vanessa doit en attraper environ 1500. Ces tout petits esturgeons âgés de 3 mois mesurent à peine une dizaine de centimètres. On va pouvoir en regarder un avec plus de détails. Donc on voit les écussons sur le dos là, qui sont bien différenciés, bien durs, et la bouche qui est sous la tête, parce que c'est des poissons fouisseurs. Il y a des petits barbillons devant là, qui leur permet de fouiller dans la vase, dans le sol en fait, pour récupérer des petits crustacés, des petits vers et se nourrir après dans le milieu naturel. L'esturgeon a longtemps été le poisson roi de la Dordogne. Il était apprécié pour sa chair fine et sans arête. Sa population commence à décliner, avec notamment l'arrivée des Russes blancs en Gironde, qui popularisent le caviar. C'est aujourd'hui le poisson migrateur le plus menacé d'Europe. La dernière reproduction naturelle qu'on a constatée dans le bassin, c'était en 1994. Donc en 1994, il y a encore au moins un mâle et une femelle qui sont remontés dans le bassin, qui sont venus se reproduire sur les frayères. Depuis cette période-là, on n'a plus jamais vu d'esturgeons sauvages, en fait. Ma motivation, c'est essayer de sauver une espèce et de travailler pour la préservation de la biodiversité. Tu les prends ? Arrivé à Pessac-sur-Dordogne, l'équipe doit transvaser la précieuse cargaison dans des cuves pour le trajet en bateau. Il faut faire vite, ces tout petits poissons sont très fragiles. Tout ce qui est manipulation, il faut être le plus rapide possible. C'est-à-dire, moins on touche les poissons, moins ils sont en alerte, mieux c'est, évidemment. On a passé pas mal de temps à les élever, on a passé plusieurs mois, voire même toute la recherche sur plusieurs années. Donc c'est bête, sur le dernier moment, le dernier instant, de faire une erreur de manipulation, un changement de route trop vite et on peut tout perdre, donc il faut faire attention. Ça va toi? Combien? Ouais. Il y en a encore un avec le nez arrondi là. Les lâchers doivent se faire au-dessus d'une frayère, ces fosses sous-marines où les femelles viennent normalement pondre leurs œufs. Les juvéniles d'esturgeons et les larves, on les lâche au-dessus de ces fosses pour qu'ils descendent, qu'ils aillent se protéger dans les graviers, le temps de grandir, pour après poursuivre leur cycle de vie. C'est bon? Allez. C'est beaucoup d'eau. Ouais. C'est bon? C'est un moment important de voir qu'ils repartent enfin dans leur milieu naturel et qu'ils vont bien, qu'ils nagent, qu'ils arrivent à s'habituer, ils descendent vers le fond. C'est le comportement habituel qu'ils doivent avoir, en fait, de partir, de plonger vers le fond. Et voilà, c'est important. Et on espère toujours, à ce moment-là, on espère toujours qu'eux reviendront dans 15 ans se reproduire sur cette frayère. Retour en Périgord, où nous retrouvons les scientifiques chargés de veiller à la bonne santé de la rivière. Il est 8 h du matin. L'équipe d'Épidore se prépare pour une nouvelle mission.
c'est la Dordogne du matin avec un peu de brouillard, avec un héron qui passe. Non, moi j'aime bien là, les petits matins brumeux comme ça, c'est toujours un vrai moment de bonheur. Guy Pustelnik et son équipe vont explorer une rivière souterraine qui alimente le bassin de la Dordogne. Des dizaines de cours d'eau serpentent ainsi en sous-sol. Au fil des siècles, l'eau a creusé au cœur de la roche calcaire un décor lunaire. Merci, Alban. Suite de la mission, l'équipe d'Épidore va maintenant explorer une autre résurgence qui alimente aussi la Dordogne. Cette source forme un étang au milieu d'un champ de maïs. Alors, tu as une première zone ici de remontée des eaux qui est sur la gauche, très proche là. Donc, faut qu'on fasse un peu attention pour s'écarter. Les scientifiques surveillent régulièrement cet espace sensible. Pour nous, c'était important de contrôler ces zones-là parce qu'elles sont souvent utilisées pour produire de l'eau potable. C'est-à-dire qu'il y a énormément de stations de pompage qui travaillent sur ces secteurs-là. Et puis, c'est un bon indice de tout ce qui se passe sur les coteaux. C'est-à-dire si la flotte ici est en mauvais état, ça veut dire que sur les coteaux, il se passe des choses. Donc, c'est une sorte de zone où on a la synthèse de ce qui peut se passer sur le territoire. Au fond de la résurgence, Guy nous montre un phénomène naturel insolite. On appelle ces mini-tourbillons de sable des bulides. Ce sont des petits jets d'eau à forte pression qui s'échappent du sol dès qu'ils trouvent une faille. Mais Guy a une mauvaise surprise. Une plante un peu particulière s'est développée. Ces algues effilées pourraient signaler la présence de nitrates ou d'engrais polluants. Une situation alarmante pour les biologistes qui fréquentent cet endroit depuis longtemps. Il n'y a plus que 5-6 espèces de plantes, c'est tout. Et tout le reste c'est envahi par des petites algues filamenteuses qui empêchent la lumière de pénétrer, donc qui empêchent les plantes de se développer. Et il n'y a plus de poissons. C'est fini. Ici, on est devant une station de pompage. Il y a du maïs, il y a des activités agricoles. C'est un site privé. Donc, je comprends que les gens l'exploitent. Alors, que faudrait-il faire? Les convaincre? Oui, sûrement. On est là pour suivre ces milieux, alerter, essayer toujours d'expliquer, toujours expliquer, de manière à ce qu'à un moment donné, la prise de conscience fasse qu'on puisse essayer d'améliorer les choses. C'est un combat de très, très longue haleine. Tu montes comme ça ou tu veux le... Philippe Grimaldi est né à Castillon-la-Bataille. Il a appris à faire de l'aviron ici, sur la Dordogne. Champion de France et champion d'Europe, cet enfant du pays est une fierté locale. Quand on est sur la Dordogne, il y a cette sensation de liberté, parce qu'il n'y a pas de ligne blanche, il n'y a pas de ligne jaune. On a juste deux rives qui nous rappellent qu'il faut se rester au milieu.
Et puis ramer dans ces conditions, c'est toujours très agréable. Voilà, la nature, le calme, pas de bruit, juste les hérons sur le bord. Ouais, ça fait du bien. On se ressource, on revient aux sources. On est presque en apesanteur, on est au-dessus de l'eau, on ne la touche plus, le bateau est en train de glisser. Juste glisser sur l'eau, cette sensation-là est très agréable. Arrivé d'Angleterre, l'aviron s'est diffusé dans le sud-ouest de la France au XIXe siècle. Rapidement, il se développe sur la basse Dordogne. À cette époque, la rivière est un lieu de divertissement et de plaisir pour les bourgeois de Bordeaux en villégiature. Créé en 1893, le Rowing Club de Castillon est l'un des plus anciens de France et il est toujours bien vivant. Tous les mercredis après-midi, c'est jour d'entraînement pour les jeunes. Attention devant là-bas. Ces bateaux en bois, construits à la main dans un atelier de Castillon, étaient réputés dans toute la France. Allez, main dessus. Allez, on sort doucement. Donc là, c'est un 8 de pointe, 8 rameurs, un aviron par rameur. C'est le bateau bois typique, une coque qui doit faire 2 mm. Donc il faut y faire attention, un bateau qui est lourd, effectivement, puisque là, il doit être pas loin des 110 kg, 110, 115 kg. Voilà. Attention en tournant. C'est magnifique, hein, on voit toutes les nervures. On n'a plus ça sur les bateaux fibres. Les bateaux fibres, maintenant, ben, c'est uniforme. Ces bateaux artisanaux sont les derniers témoins d'un savoir-faire unique. Voilà, on descend tranquillement. Toujours les 4 premiers, on a à l'esprit la prise d'eau. L'appel se rapproche. Le club de Castillon-la-Bataille est réputé. L'an dernier, il a terminé dans les 10 premiers au championnat de France minime. Celui-là, les 4 derniers au carré. Maintenant. Là, ce sont des premières années cadets. Ils travaillent ensemble depuis très peu de temps. Ce sont souvent les premières sorties. Et donc, ils ont 2 ans pour les amener au plus haut niveau. Juste la palette, les filles, que la palette. Juste la palette dans l'eau. Reste droite, Élodie, reste droite. C'est une grande satisfaction de voir des jeunes au club parce que c'est la vie, c'est la vie tout simplement qui est là. Et c'est surtout la relève, c'est le futur. Moi, je ne suis plus là. Je peux éventuellement, ils viennent me voir, et ils vont me dire Philippe, il y a les championnats de France, comment on fait une approche, comment on y pense. C'est tout. Je suis très heureux de pouvoir faire part de mon acquis auprès de ces jeunes. Viens lever ses mains, venez lever les mains, les pelles sont prêtes. Voilà, on vient. Arrivé à la fin de son périple, la Dordogne se jette dans l'estuaire de la Gironde, le plus grand estuaire marin d'Europe. Sous l'influence des marées, une vague remonte la rivière 2 fois par jour. Ces effets se ressentent sur une 40aine de kilomètres. C'est ce qu'on appelle un mascaret. Les grandes marées de la fin de l'été attirent les surfeurs et les kayakistes de toute la France. Ils se retrouvent dans le petit port de Saint-Pardon, là où le mascaret est le plus spectaculaire. Philippe Baudet a choisi le canoë pour prendre la vague. En fait, moi, je suis originaire de Saint-Pardon. J'ai toujours vécu ici. Et ça fait seulement à peu près une dizaine d'années que je glisse sur le mascaret. Voilà. Chaque année, Philippe fait découvrir ce phénomène insolite aux non-initiés. Tu vas te placer ici. Oui. Et en fait, toi, Aujourd'hui, il emmène avec lui Paul Parentoen, un autre habitant de Saint-Pardon. Et toi, en fait, je vais par moment, si elle est forte, je te demanderai de te coucher en arrière. Si au contraire elle est un peu faible, tu iras plutôt, t'amèneras pour amener le poids vers l'avant. Voilà. Ok. Juste allez.
30 minutes avant l'heure prévue, il faut se mettre à l'eau et ramer pour prendre la vague le plus tôt possible. Oui, je suis super content. Ouais? Ouais. Ça sera une bonne expérience quoi qu'il arrive, même si je bois la tasse. La pression, elle était dans la cale, maintenant je suis... Ouais, tu vas la voir quand la vague elle va arriver derrière nous. Oui, ça c'est clair. Ça, je m'y attends, mais bon. Sur la rive, les scientifiques d'Épidore sont aussi au rendez-vous pour coordonner une étude sur le mascaret. Grâce à ces mâts plantés dans l'eau, ils vont mesurer l'onde pour en faire une réplique sur ordinateur. La vague va se propager de l'aval vers l'amont. Et donc tous ces appareillages qui sont installés là et qui sont des échelles graduées vont permettre de mesurer les hauteurs et la forme des différentes vagues qui vont se propager. C'est la première étude d'envergure menée sur le phénomène. Encore faut-il que le matériel planté dans l'eau résiste à la violence de la vague. Une minute avant l'arrivée du mascaret, tout le monde retient son souffle. Exactement. Il est 17h41. Donc normalement, il ne devrait pas tarder à arriver. Non, c'est le bateau qu'on voit ou c'est la vague là-bas? Non, c'est le bateau. L'autre remonte. Le voilà. Et voilà, cette fois-ci c'est bon. Ça y est, cette fois-ci il arrive là. Regarde comment elle se lève là. Regarde là, regarde, regarde, regarde. Regarde là, regarde comment elle se lève là. Regarde. Derrière là, là, regarde derrière toi. Là. Ah ouais, ouais. Oh putain. Allez, attention. Allez, devant. Devant à fond. À fond. Allez. Maintenant, en arrière. En arrière. En arrière, hein. Voilà. Devant. Je veux pas tomber, hein. Je veux pas tomber du tout, là. Tu sens l'accélération, là? Oui. Wow. Ça va vite, en plus, hein. Et c'est comme ça pendant 10 minutes. Une vague qui déferle à 18 km/h et qui semble ne jamais s'arrêter. Sur la rive, les scientifiques espèrent que leur équipement va résister à la force du courant. Là, il est en forme. Waouh! Waouh! Là, pour l'instant, ça tient. Première 40, là. Si ça, c'est pas merveilleux de voir ça. Un train de vague comme ça qui est en train de remonter tranquillement avec le calme qu'il y a devant et puis tout d'un coup, la Dordogne devient folle. Voilà. Attention. En arrière. Pas trop. Ce que j'aime dans le Mascaret, c'est la puissance de la nature en fait. Toute la rivière qui rencontre la mer, qui crée un choc suffisant pour propager une onde comme ça qui remonte la rivière. Et donc en fait, c'est cette chose contre laquelle finalement on peut s'amuser mais pas lutter.